Tangente par Aral Bali. Tangente. Conversation intime dans un lieu familier à mon invité selon sa convenance. Nous choisissons ensemble le moment propice à la confidence. Faire entendre des voix que l'on n'entend pas ou que l'on entend différemment. Offrir l'espace et le temps du podcast à une parole libre. Réinterpréter aujourd'hui. Privilégier l'incertitude et le détour. Écouter pour mieux voir. Aujourd'hui, Samir Toumi me reçoit dans ses bureaux. Il m'invite d'abord à regarder par le balcon. Nous sommes au 4e étage. La mer s'étale sur notre gauche et offre une des plus belles vues de la baie d'Alger. À nos pieds, le square Port Saïd avec ses arbres, son kiosque. Et enfin, sur notre droite, le théâtre national algérien au style néo-baroque, datant des années 1850 et tout fraîchement repeint. Vous entendrez, le long de l'entretien, bien qu'on ait soigneusement fermé la porte-fenêtre, la vie, bouillonnante, dans ce quartier accoudé à la Casbah, lieu de passage, de flânerie et surtout centre financier incontournable pour qui veut changer sur les trottoirs dans l'informel le plus légal, devise ou dinar à tout moment de la journée. Samir Toumi dirige une entreprise de consulting, mais pas seulement. Il est écrivain. Ses 2 premiers romans, Alger le cri en 2013 et L'effacement en 2016, ont connu un franc succès ici et à l'étranger. L'université de Yale a traduit en anglais Le cri, tandis que L'effacement a été traduit en italien et fera l'objet d'une adaptation cinématographique très prochainement. Mais pas seulement. Samir Toumi possède aussi beaucoup d'autres cordes à son arc, que je vous invite à découvrir dans cet entretien. Écoutez voir. Bonjour Samir Toumi. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans ton magnifique bureau. La baignoire. Ouais. On a en face de nous cette magnifique baignoire qui a toute une histoire. On va devoir en reparler. D'accord. Et donc, je voudrais qu'on sache un peu qui tu es. Donc, d'abord professionnellement. Ok. Je sais que tu es un peu, comme on dit, un chasseur de tête. Tu es Pas conseil. vraiment. Ouais. Oui, je fais du consulting en ressources humaines. C'est ce que j'ai toujours fait depuis plus de 30 ans. D'accord. Écoute, j'ai pas un parcours très original ni si extraordinaire. J'ai fait des études. Donc moi, je suis né en 68. J'ai fait des études. Donc j'ai eu mon bac en 85. J'ai fait des études d'ingénieur. Donc j'ai fait l'École nationale polytechnique d'Alger. Donc 5 ans plus tard, en 90, j'ai adopté ce qu'on appelle la trajectoire des bons élèves. Donc oui. tu es un scientifique. Je suis un scientifique, oui. Je suis un matheux, absolument. Bac mathématique. Oui, tout à fait. D'accord. Non, j'ai fait un bac D. Bac D. Bac D qui est un bac français D. C'est quoi ça? Série D, c'est sciences. C'est l'équivalent de sciences transitoires. Voilà. Et un baccalauréat algérien d'ailleurs, sciences transitoires. Comme si une fois être ingénieur, une fois ne suffisait pas. Donc j'ai eu la trajectoire des bons élèves. Moi j'ai toujours été un très bon élève. Ouais. Et donc j'ai poursuivi mes études à l'étranger. Et donc j'ai été à l'école des mines de Nancy, où j'ai eu un 2e diplôme d'ingénieur. D'accord. Ingénieur. Je ne sais pas en génie des systèmes industriels. Alors que je ne sais pas utiliser un tournevis, juste au passage. Ouais. Et voilà. Et en parallèle, donc j'ai entamé un DEA, donc un diplôme d'études approfondies, donc de recherche, toujours en génie des systèmes industriels. Ouais. Et à Nancy, dans une discipline qu'on appelait management des organisations. Voilà. Et j'ai débuté aussi un travail de thèse. Voilà. Wow. Donc j'ai fait de longues études, mais j'ai débuté parallèlement à ça ma vie professionnelle.
Donc je suis un pur produit de ce qu'on appelle du conseil, puisque je n'ai fait que ça. Donc tu faisais ça à Alger ou bien comment? Non, j'ai fait ça à Paris pendant plus de 7 ans. Ok. Et ensuite j'ai décidé, je passe les détails pour des raisons diverses et variées, mais très personnelles, ne supportant pas trop ma trajectoire. Donc j'ai décidé de m'installer à Tunis en 97. D'accord. Mais pour des raisons de crédibilité professionnelle et d'équilibre financier aussi, Ouais. j'ai conservé mon travail en France. Donc je faisais la navette tous les 15 jours pour travailler. Donc c'était un peu étrange parce que je faisais du conseil RH en France en leur disant que j'étais algérien, que je venais de Tunisie. Et les Tunisiens disaient mais c'est qui cet Algérien là qui débarque parce qu'il n'a pas pu fonctionner à l'étranger. Et en fait, ils disaient, ah merde, il travaille quand même à l'étranger. Donc, ça ne marche pas, ce truc. Ouais. Voilà, donc j'ai joué à l'incasable pendant quelques années. Ça m'a un peu amusé. Oui, je travaillais, bien sûr. Voilà, mais j'habitais en Tunisie. J'ai habité Tunis pendant plus de 7 ans aussi. Ça me fait penser à ton roman Le Cri. Absolument, tout à fait. Alors, à l'époque, j'étais déjà installé en Algérie, puisque moi, je suis rentré en juin 2003 pour 6 mois. D'accord. Voilà, et je suis plus reparti. Okay. Et en fait, voilà, par contre, j'ai continué à faire des allers-retours pendant quelques temps, parce que j'avais encore des clients à Tunis. Voilà. Donc tu t'étais dit, je reste 6 mois en Algérie, et puis je venais pour une mission de 6 mois, ouais. Tu n'as plus voulu retourner? Je n'ai pas réussi à repartir, j'arrivais plus. Pourquoi? C'était pas l'envie qui te manquait ou... Non, j'avais pas envie. Non, moi je fonctionne à l'envie. Moi, si tu veux, j'ai jamais. C'est bizarre parce que je pourrais m'écrire Alger le cri, etc. Mais j'ai jamais été. Genre les racines, les trucs, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'étais un citoyen du monde, je m'en foutais complètement de. Ça m'a un peu rattrapé cette histoire. Ça m'a rattrapé avec la maladie de mon père et le décès de mon père. Je crois que c'est ça il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui a fait que je me suis. Comment dire? C'est-à-dire que l'attachement à la terre, c'est quelque chose que j'ai eu de manière totalement non raisonnée. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que je n'ai jamais rationalisé ce genre de choses. Je ne pensais pas du tout que ça avait une quelconque importance pour moi. Au contraire, je m'étais bâti intellectuellement tout un schéma qui avait complètement fait abstraction de ça. En te disant, je suis un citoyen du monde. Peu importe où je vis, peu importe où je vis, ce que je fais. J'ai jamais eu de grosses questions existentielles, ni sur l'identité, des choses comme ça. Ça n'a pas été vraiment mon truc. Et puis voilà, donc si tu veux, moi je fonctionne à l'instinct. J'avais plus envie de bouger, puis voilà. Ouais. Donc j'ai plus bougé. Ouais. Ça me fait penser dans le Alger le Cri, il y a un passage où, quand il est à Tunis, le personnage, et il y a le serpent, il y a Alger qui l'appelle. C'est une sensation qu'on a tous vécue, j'ai l'impression. Quand on est à l'étranger, tout d'un coup, il y a ça, quelque chose qui nous tire par les tripes ou par les entrailles et qui nous fait. Apparemment, qui nous donne parce envie qu'on en a de beaucoup revenir. parlé de ce sentiment-là. Après, alors typiquement, tu vois, pour illustrer ce que je disais, c'est quelque chose que j'ai eu, c'est une sensation que j'ai eue après, une fois que je me suis réinstallé. Tu vois, alors qu'avant, c'était vraiment, comment dire, c'était vraiment. Alors est-ce que c'était une protection? Je ne sais pas, parce qu'après, tu vois, il y a les années de terrorisme. Enfin, est-ce que c'était une protection? Je ne saurais te dire. Mais en tout cas, je te dis, moi, c'est quelque chose de, comment dire, et puis je pense qu'il y a un moment où tu t'appropries un lieu. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a 2 niveaux d'appropriation? Il y a une appropriation un peu instinctive comme ça. Et après, tu reviens avec un bagage, tu reviens avec un parcours, tu reviens avec des choses et ça te confronte à ton histoire. Je ne sais pas, je ne saurais te dire. Par contre, il y a une anecdote qui m'est revenue il y a peu de temps. Je me rappelle que j'ai mis un temps assez... J'ai mis un temps assez conséquent à me réadapter. Je me suis retrouvé dans un environnement que je ne connaissais plus. Et je me rappelle que la réappropriation, ça m'est venu bien après. Je l'ai faite avec un ami qui n'était pas algérien d'ailleurs, qui était de passage et qui travaillait avec moi. Et en fait, on se baladait beaucoup, on marchait beaucoup, et j'avais un appareil photo. Et c'est en prenant des photos que j'ai physiquement eu la sensation petit à petit de me réapproprier un lieu. C'est étrange. Par contre, j'adore ceux qui racontent des histoires par la photo. J'adore la photo dans l'absolu. J'adore les photographes. J'aime apprécier une belle photo. Voilà,
pense avoir aussi quelques connaissances qui me permettent Oui. comme pour tout, de comprendre peut-être un langage photographique et autres. Donc j'ai une vraie passion pour la photographie. Après mon rapport à la photo, mais je me rappelle de ces moments, ça m'est revenu il y a peu de temps, où j'étais avec ce petit appareil Sony, là, parce qu'à l'époque on téléphonait, on photographiait encore avec des appareils photo et pas avec des smartphones. Et donc c'est en prenant des photos que j'avais ce sentiment de récupérer. Ouais, et aussi en rencontrant les gens, j'ai l'impression que tu vois, contrairement à beaucoup de personnes, on va dire, de ton milieu social, tu sembles t'intéresser à tous les milieux. Enfin, je sais que tu te balades dans les quartiers. Oui, parce que, comment te dire, moi, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que j'ai compris très jeune, je pense que c'est l'éducation que j'ai eue. Oui. Moi, je fais confiance aux gens, tu sais. Moi, je pense que tout le monde cherche la même chose chez les autres. Peu importe d'où ils viennent, quoi qu'ils fassent et tout. On a tous notre instinct, on sent les gens. Moi, quand quelqu'un est bienveillant avec moi, je le sens. Et donc, je pars du principe que c'est la même chose chez tout le monde. Et donc, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, et puis, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est, enfin, je suis impressionné par, j'aime bien les gens bien, quoi. Comme on dit. Or, ça, tu les Comment on pourrait définir les gens bien? C'est des gens qui ont des valeurs, des valeurs de base. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie de faire de mal, des gens qui ont des principes, qui essayent de vivre en cohérence avec leurs principes, des gens qui ont une forme de détachement par rapport à ce qui est matériel, qui ne vont pas, comment dire, qui sont honnêtes, enfin, tu vois, des trucs tout cool. Et tu en rencontres tout le temps, des gens comme ça. Et moi, c'est ce que moi, c'est ce que je privilégie. Après, et puis, j'ai rien à prouver à personne. C'est-à-dire que les gens me prennent comme je suis. Je ne vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire par là? Carrément. Je suis ce que je suis. Je n'essaie pas de me travestir. Tu vois, là où j'habite, machin, quoi. Je ne vais pas faire comme si, tu vois ce que je veux dire? J'avais eu le même parcours que quelqu'un du Square Porcelaine. C'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire par là? Donc, je suis ce que je suis. Les gens, je fais partie de la diversité de ce monde. Les gens, ils font avec moi comme moi je fais avec eux, c'est tout. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai jamais eu de scrupules, si tu veux, en me disant, voilà, tu viens de là, donc, tu vois. Voilà, je suis ce que je suis. Les gens font avec ce que je suis. Et tu t'es installé donc dans ce lieu magnifique, dans c'est magnifique, ces bureaux que tu agrémentes de magnifiques tableaux. Est-ce qu'on peut le décrire un peu c'est il y a un tableau de Bardi là. Non, c'est pas Bardi, ça, c'est l'homme jaune. C'est des premières œuvres pour la plupart. D'accord. Sauf pour Mourad. J'ai fait des rencontres de gens qui, je pense que c'est aussi lié à Internet, à Facebook. De gens qui s'exprimaient sur la toile. Mais justement. Et donc j'ai fait quelques acquisitions à l'époque, plus pour les aider que. Nous sommes donc dans les bureaux de l'entreprise Team Consulting que dirige Samir Toumi. Mais nous sommes aussi dans un espace où cohabitent l'art et l'entreprise, la baignoire. Expérience innovante et inédite en Algérie. On en parle. La baignoire, c'était vraiment, enfin moi ça faisait quelques années que j'ai essayé de proposer des lieux, mon lieu de vie qui sont mes bureaux, pour exposer. Après j'ai formalisé un truc un peu plus. Je pense que c'était un peu trop tôt, les gens ils regardaient ça un peu. Comme ça les écrasait un peu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? De qui tu parles? Des gens qui travaillaient ou des Non, artistes? des artistes. Parce qu'en fait, tu mêlais à la fois le Alors ça, c'est venu après. lieu de travail. Mais en fait, moi, ça me trotte depuis 2007-2008. D'accord. Plusieurs fois, j'ai proposé à des artistes en leur disant « venez exposer ». Moi-même, n'étant pas très au clair, en me disant ce serait sympa de partager cet espace et tout. Moi, j'ai besoin de vivre avec ces offres. J'ai besoin de vivre avec, tu vois. C'est ça qui est important, tu vois. Et du coup, je vais privilégier vraiment ce qui me... ce qui te parlait, quoi. Voilà. Et donc, donc après, la baignoire, ça a été un truc un peu plus élaboré, etc. C'est parce que je venais de récupérer cette partie-là. À l'époque, de l'autre côté, là où je vis, c'était aussi mes bureaux. Là, c'est redevenu chez moi, parce qu'initialement, ça devait être chez moi. Et donc, à un moment, j'avais l'espace, j'avais l'équilibre de la boîte, j'avais les collaborateurs qui avaient
suffisamment évolué dans la boîte avec moi, Oui. qui avait aussi évolué financièrement, parce que je t'expliquerai que c'est un sacrifice commun. Oui. Et en fait, c'est là que je leur ai proposé de partager l'espace avec des artistes, parce qu'à l'époque, on était en 2014. Ouais, d'accord, j'allais te demander c'était quelle Ouais, année. c'était en 2014, au Kenya, 2013-2014. Il n'y avait pratiquement pas de lieu. Oui. Et il y avait cette envie, cette recherche de quelque chose Mais de différent. Il n'y en a toujours pas. Je veux Oui, dire, mais il y pas avait grand-chose. cette recherche de choses différentes, Oui. de se montrer. On ne se montrait pas. Ouais. Je pense que là, on se montre plus. Les artistes se montrent plus. Là, il y avait vraiment un côté où les gens avaient, à part les réseaux sociaux, il n'y avait pas où se montrer. Donc, et l'idée, c'est que voilà, il n'y avait pas de dispositif aussi. Mis à part, il y avait un peu Aria qui faisait des choses. Oui. Les dispositifs n'étaient pas assez connus, pas assez. Oui. Voilà. Il n'y avait pas de visibilité, enfin tout ça. Et donc l'idée, ça a été de concilier deux réflexions. Une réflexion qui était de dire, ce serait bien qu'il y ait un lieu, et une réflexion qui m'est propre par rapport à mon métier. Oui. Moi, je réfléchis beaucoup aux problématiques de gouvernance. D'accord. Et une des problématiques qui m'a toujours taraudé, ça a été de dire à quoi ça sert une entreprise. Et pour moi, dans mon parcours, c'est très clair pour moi, le fait de dire qu'une entreprise est là pour faire du profit, ce n'est qu'une vision de l'entreprise. Ouais. C'est qu'une approche, c'est une approche purement capitaliste de Ouais. l'entreprise. Mais il y en a eu d'autres au cours du temps. Il y a eu des coopératives, il y a eu des formes de gouvernance et de manière de produire qui ont été très différentes. Et mon idée, ça a été de dire comment est-ce qu'on pourrait concrètement, au-delà du discours, se dire qu'une entreprise ne sert pas uniquement à enrichir, à faire du profit, à enrichir ses actionnaires. Et donc l'idée, c'était de dire, l'idée c'est qu'elle puisse servir aussi à l'intérêt général. Et donc comment est-ce qu'on peut concilier les deux ? Et la solution, je l'ai trouvée à travers l'introduction de la notion de partage, D'accord. qui ne va pas du tout avec le profit. Parce que par définition, Oui. un profit ne se partage pas, il va à l'entrepreneur ou à l'actionnaire. Et le partage, je voulais que ce ne soit pas une décision de patron, mais que ce soit une décision collective. Donc j'ai pris tout le monde et je leur ai dit voilà ce que je compte faire. Je compte, au lieu de diviser la part de bénéfices, comme ça se fait habituellement, on va dire en deux, c'est-à-dire nos rémunérations et le réinvestissement, on va le diviser en trois. Et donc en fait, le tiers, ça va être pour le consacrer à la culture, aux artistes, etc., en finançant des expos. Eh bien, chapeau. Et en disant, chapeau à eux surtout, Oui, et en oui. leur disant, mais cet argent-là, c'est autant d'argent en moins. Oui. Et les gens ont dit OK. Alors pour ça, il faut des préalables, il ne faut pas que les gens soient payés une misère, enfin tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tout le monde était partant, c'est-à-dire, c'était pas que ceux qui avaient des bons salaires, tout le monde était partant. Et peut-être même, voilà, tout le monde a dit OK. Donc on est parti là-dessus. Et on a dit, OK, on décline la notion de partage. Donc on partage l'espace, on partage, donc on finance, on ne vend pas, c'est-à-dire on sort, on exclut la notion de vente du lieu. L'idée étant de dire, voilà, l'artiste, il fait ce qu'il veut de son œuvre, moi je la finance, à hauteur de ce dont a besoin l'artiste, c'est-à-dire dire à l'artiste, écoute, si tu peux financer, tu finances, si tu as besoin d'argent, je te finance les œuvres. D'accord. Voilà, sans aucune contrepartie, c'est-à-dire l'artiste n'est pas obligé de faire un leg ou un truc comme ça. Voilà. La seule contrepartie, c'est de dire tu t'engages à pas vendre, enfin il n'y aura pas de point rouge et tout. Voilà. Si la personne est intéressée de faire un Mobinatcom, mais moi je ne veux pas rentrer dans le processus. L'idée aussi c'était de partager l'espace, donc c'était de se faire cohabiter, voilà, donc c'est ce dont tu parlais. L'idée c'était de dire ok, on négocie entre l'artiste et nous l'espace, donc on vit ensemble pendant un mois. Avec les œuvres. Habituellement, généralement, ce que faisaient les entreprises, c'est qu'elles dédiaient un lieu, un hall, tu vois, un truc comme ça. Moi, je voulais pas de ça. Je voulais absolument que le visiteur entre sur le lieu de travail et casse cette logique de l'entreprise qui est un lieu fermé. En fait, l'entreprise est un lieu secret, fermé, etc. On ne reçoit pas de visiteurs hors de l'objet du travail. Et là, l'idée, c'était vraiment une après-midi, 6 après-midi par mois. Les gens de 14h à 17h30 venaient, ouvraient la porte pendant que nous on travaillait et hésitaient. Et l'idée c'était de découvrir les œuvres autrement et d'avoir des interactions pour que aussi nous on puisse avoir le plaisir de rencontrer des gens qui étaient différents de nous, etc. C'est ça. On a poussé un peu le concept
jusqu'à proposer le lieu à des bénévoles, des gens de passage, des projets d'intérêt général, etc. Alors aujourd'hui, il n'y a plus trop d'expos, pour X raisons, parce que je pense que, je ne sais pas, je pense que le besoin a changé. Moi, je ne voulais pas devenir une galerie bis, parce que ce n'est pas la vocation. Et on a commencé à m'assimiler à ça. C'est-à-dire les gens venaient avec des projets d'exposition, etc. Et tout, et j'ai dit non, ça, c'est pas mon job. Je ne veux pas me substituer aux galeristes. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer à la fois aux gens de l'entreprise qu'il est possible de faire des choses avec peu de moyens. Il suffit juste de partager. Et je pense que voilà, ça a créé des émules, parce qu'il y a plein de choses après, autour, etc. Des gens qui ont ouvert leurs espaces, leurs lieux, etc. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça allait devenir une galerie. Voilà, on irait, et ça j'ai pas voulu, parce que pour moi c'était une expérience, et à partir du moment où on te sollicite sur des projets qui sont un peu classiques, ça m'intéressait plus, parce que je ne voulais pas me substituer au fait que d'autres personnes, dont c'est la vocation, puissent faire. Par contre, ce qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est la mise à disposition du lieu. Voilà, toi, tu te rappelles, il y a eu les lectures. Par exemple, on reçoit 2 fois par semaine, 2 fois par mois le samedi les psys qui se réunissent. Donc c'est un groupe de psys qui sont fabuleux et qui se réunissent deux samedis par mois. Des psychanalystes, psychologues cliniciens, enfin, et puis d'universitaires. Mais je sais qu'ils entament un travail depuis des années, qui avait besoin d'un lieu pour se réunir et qui, donc, depuis 2 ans à peu près, utilise ce lieu. Et tu avais accueilli aussi ce constitutionnaliste à Absolument. Alors ça reste toujours ouvert, c'est-à-dire que le lieu reste toujours un lieu de rencontre. L'idée, c'est vraiment d'offrir un espace de passage, j'ai envie de dire, à des gens qui n'ont pas où aller. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit un projet d'intérêt général. C'est-à-dire, c'est la seule condition que j'ai visée. C'est-à-dire, si quelqu'un a les moyens de se payer un lieu, il va. Donc régulièrement, il y a des gens qui appellent pour un tournage, pour un truc, ils ont besoin d'un lieu, ils ont besoin. Voilà, donc ça continue. Et le côté visible, j'allais dire, des expos et tout, etc., qui avait pendant 2-3 ans pas mal tourné et tout. Voilà, petit à petit, je me suis dit, ok, je pense que c'est, voilà, j'ai fait le job, quoi. Oui. Tu vois ? C'est fin. Chapeau. Oui, je me souviens des expositions, c'était des événements. Mais... Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'il y avait ce besoin. Oui. Tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres lieux, même s'il n'y en a pas assez, mais il y a quand même. Il y a Rhizome, il y a la fille qui t'a dit douche un peu plus haut, il y a cette fille qui a des Ibrahim. Il y a les ateliers sauvages. Il y a les ateliers sauvages. Et comment les ateliers sauvages, voilà, il y a eu. Comment ça y en avoir Il y a eu un moment le sous-marin, c'est vrai. Qui était un peu sur le même principe. C'était un parti, et puis en même temps, il mettait à disposition le lieu. Il y a eu un moment, ce gars qui faisait des buns et des burgers à Sidi Yahya, qui avait permis au... Tu vois, donc il y a eu quand même des choses qui ont fait que, voilà, je pense que le mouvement a été entamé. Et je pense qu'il continuera, quel que soit X, sous des formes différentes. Mais voilà, donc moi, si tu veux, c'était vraiment une expérimentation. Mais dès que ça a commencé à rentrer dans quelque chose d'un peu plus routinier, classique, j'ai plus trop vu l'intérêt. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va apporter ? À moins que tu envisages plus tard d'avoir ta propre galerie. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Ça me passionne pas plus que ça. D'accord. Tu sais ce que j'ai envie de faire, un truc tout con. Ton rêve, oui. Ah oui, non, ça c'est mon rêve à moi. Non, un truc tout con. Ce serait de monter une boîte de vélos électriques pour faire des randonnées pour des gens qui ne sont pas très sportifs et qui permettraient de faire de la montagne, des choses comme ça, etc. Mais oui, je sais, je pense que c'est un bon deal, tu vois. Et du coup, l'idée, ce serait d'acheter une dizaine de vélos de tailles différentes, mais électriques. D'accord. Et en fait, proposer à des personnes de faire un peu de randonnée, un peu aller loin, tu vois, en vélo et tout, etc. Parce que sur un vélo normal, ils n'y arriveraient pas. C'est même pas possible, tu vois. Surtout Alger, Alger, tu peux faire de la montagne, tu peux aller à Baïnem, tu peux aller à Tipaza, tu peux aller, tu vois.
faire ça en vélo. Mais toi, tu le fais beaucoup d'ailleurs. Moi, je ne roule Tu qu'en ne vélo. fais que ça. Non, ça y est, j'ai fini, plus de voiture, plus de scooter, plus rien. Incroyable. Et je me dis, ça m'a permis d'accéder à des plaisirs et à des endroits que physiquement je ne pouvais pas. Et puis que physiquement, j'aurais pas pu. Oui, oui. Tu vois. Ouais. Et je me dis, ça serait une bonne idée. C'est une très belle idée. En tout cas, moi, je te dis. Ouais. Inscris-moi je suis en train déjà, d'y réfléchir dans la sérieusement. liste. Tu vois, ça m'excite plus une galerie, bizarrement. Oui. Oui, je Tu comprends. vois, tu te dis, tu prends voilà, en plus tu mixes les publics, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont un peu sportifs qui vont pouvoir faire avec leur propre vélo et tout, puis des gens en vélo électrique. Voilà, donc c'est... Ouais, ça c'est pas mal comme idée, franchement. Et... Tu vois, ça m'excite plus que l'art. Ouais. Et oui, je comprends. Et tu aimes beaucoup ton vélo, ton beau vélo C'est ma vert, vie. là. On voit en photo, ouais, sur mon les amour. photos. Oui, c'est mon amour. Tu ne quittes plus, quoi. Ah oui, il m'a sauvé la vie ce vélo, je te jure. Ah ouais, mais tu sais que tu as rendu beaucoup de gens jaloux, quoi. Je sais, écoute, j'espère surtout que ça va faire des émules. Oui. Je sais que moi j'ai plein de copains qui ont appelé, qui ont acheté des vélos, qui ont... Oui. Voilà. Et écoute, c'est fantastique, c'est-à-dire que le vélo électrique, c'est la solution pour une ville comme Alger. Ah oui. Tu vois. Et tu as fait de longs trajets, il me semble. Oui, Tu es allé jusqu'à Tipaza, je crois. J'étais partout. Oui. Ouais. En plus, pendant le confinement, ça a été mon remède. C'est-à-dire, je partais, en plus, les tramways étaient arrêtés, donc j'avais la ligne tramway, j'allais jusqu'à Telgana. Des endroits que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai découvert aussi toute la partie est, la ville que je connais très mal. Je connais plus l'ouest. Oui, tu vois. c'est vrai, on Et a puis tendance. l'ouest est plus accessible, parce que tu as la pointe Saint-Eugène, c'est plat, tu vois, les gens peuvent aller. Mais sur l'est, c'est plus compliqué, tu vois, il n'y a pas vraiment il n'y a pas une trouée comme ça, il y a la moutonnière qui te bloque, donc il faut passer. Ouais. Donc du coup, avec les lignes de tramway, c'était parfait. Ah, ça c'est bien. Et oui, parce que c'est vide. Ouais. Il faudrait des lignes, faudrait des pistes cyclables maintenant. Ouais, à mon avis, c'est pas demain la veille. Hein. Ouais. Mais tu peux, avec un vélo, tu te débrouilles. Après, tu fais du vélo autrement à Alger. C'est ce que je dis, c'est-à-dire tu fais du vélo comme tu fais du scooter. Il faut se faufiler, D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment quelque chose de vital chez moi. Je l'utilise tous les jours. Je me déplace, c'est devenu mon moyen de locomotion principal. D'accord. Voilà. Mais bon, comme tu habites juste à côté de ton lieu de travail, tu as quand même intérêt à te donner envie de sortir. Oui, après j'ai des réunions, des choses à l'extérieur. Hein, mais je l'utilise tous les jours. Je fais 20 km par jour de vélo. C'est bien. Ça entretient en plus. Ça entretient, le corps. physiquement ça entretient. C'est magnifique. Et puis tu découvres la ville autrement. Tu montes sur les trottoirs, tu roules à contresens. Non, c'est puis tu vas à la fois. Tu te rends compte qu'Alger, c'est une ville extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un pays de dingue. Oui. Tu sais, Et il y a la des mer, moments la où je me forêt. dis, c'est pas possible. Comment dire, en 10 minutes, je passe. En 15 minutes, je passe de la ville, de la foule, tu vois. Ensuite, je trace, tu vois la mer. Après, tu montes, tu as la montagne. Tu as l'impression d'être je ne sais où, tu vois, en 20 minutes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu te dis, mais c'est magique. Oui, c'est à découvrir en tout cas ton projet. C'est magique. Tu prends les pistes à Baïnem, il n'y a rien. Tu es au milieu de nulle part, tu n'as que la mer. C'est tout. Tu as la mer, et puis des gens. Tu te rends compte qu'il y a plein de gens, en fait. Qui sortent aussi, qui font marchent. des randonnées, qui marchent, des familles, des vieux, des jeunes, il y a de tout. Et de tout. Ouais. Ça va du barbu avec sa femme toute couverte, avec la casquette en train de marcher comme ça, truc aux familles, donc grand-père, grand-mère, tu sens que la grand-mère bien, qui va pour le civiliser, qui a fait une randonnée depuis 40 ans avec les petits-enfants, et ça se croise, et ça marche, et ça truc, c'est, tu vois, c'est un lieu de diversité, finalement. Puis de temps en temps, un miracle, tu vois une nana seule en train de courir, tu te dis, mais elle est folle celle-là, tu ne peux pas t'empêcher de dire, et tu te dis, mais elle est là en train de courir, tu vois, c'est hallucinant. Ça peut changer même les... Oui, et tu te dis... Le regard sur les autres. En fait, ces gens-là, ils existent, c'est-à-dire, ils sont, à mon avis, ça fait des années qu'ils font ça, enfin, tu vois. C'est juste qu'on les voyait, on n'a pas pris la peine d'y aller, d'aller en voir. fait, c'est des choses tout à fait normales et banales. Et qu'on trouve extraordinaires. En fait, non, elles le sont. Les gens,
Ils vivent leur vie en fait, Ouais, chacun ouais. à sa manière, tu vois. Par exemple, tu parles de vélo, mais moi j'ai en bas là, il y a une banque. Mhm. Il y a un type, je suis là depuis 2010, mon frère. Depuis que je le connais, il vient en vélo. Il habite chez Raga, C'est c'est un employé de Ouais. banque. ouais. Il descend, il monte. Chez Ragat, ça fait quand même Oui. une trotte. Oui. Alors il est comme ça, hein. Mm. Il a un petit vélo de course, mais c'est quelqu'un qui circule en vélo depuis, je te dis, depuis que je suis là, depuis 10 ans, il est avec. Et il y a des femmes, donc. Il y en a quelques-unes que je croise, de plus Ouais. en plus. D'accord. Il y en a une qui milite beaucoup, qui s'appelle Faiza, qui travaille à la radio, Mhm. petite comme ça. Oui, oui. Voilà. Elle dit qu'elle fait beaucoup de vélo, elle essaye de pousser, Mhm. machin. Et des femmes en vélo seules, il y en a quelques-unes, il y en a assez peu, mais il y en a. J'en ai croisé, je sais pas, 5-6, tu vois. D'accord. Et puis, par contre, dès que tu vas aux Sablettes, dès que tu vas à Baïnem ou là, à Benaknoun et tout, tu as des filles en vélo. D'accord. Ah, souvent, soit avec leur mec, leur famille, leur truc, Oui. machin. Oui. À plusieurs vélos, tu en as. Ouais. Ou même vers Saint-Eugène, mais seuls rarement. C'est souvent accompagné, soit d'un mec, soit ils sont plusieurs, etc. Ou dans des pelotons. Mhm. Voilà. Et dis donc. Ouais, c'est un monde. Mais il y en a de plus en plus depuis le confinement. Moi, ça fait 2 ans à peu près que je circule en vélo. D'accord. Et là, vraiment de manière quasi exclusive depuis un peu avant le Covid. D'accord. Et enfin, un peu avant, on va dire début 2020. Mhm. Et en fait, j'ai vu pendant le Covid l'explosion de vélos. Mhm. Les gens en Ah oui, oui, vélo, à cette époque, à ce ouais, moment-là. là, j'en ai vu beaucoup. Avec le confinement. Confirmé par les vendeurs de vélos qui te disent qu'ils vendent de plus en plus de vélos et tout. D'accord. Ça monte. Et on trouve tous les vélos qu'on veut. Moi, Tout je ce suis que très tu veux. intéressée, ma question. Tout ce que tu veux. Le dernier vélo, tu vois, tu le trouves sur Watkins. Tu sais comment il est arrivé. Oui, Celui qui vient de sortir là. Le mec cache l'importation et tout. Non, il est Volé. volé. Oui, Ah la oui. plupart des vélos électriques sont volés. Oui, oui, D'accord. bien Bon. sûr. Oui, Et ça on coûte a, une t'as les fortune, papiers donc quand tu même les as avec. beaucoup moins cher. Non, un vélo, tu n'as pas besoin de papier. Ah, C'est un d'accord. vélo. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, on va chercher. Lorsque je lui ai confié que je n'avais plus de reflet, il m'a répondu que ce n'était pas utile, car je l'avais, lui. Il était mon reflet, celui de mon corps et de mon âme. Il l'avait toujours été, d'ailleurs. Quand j'ai évoqué mes absences et la disparition de tous mes souvenirs, il a haussé les épaules. « Tu as les miens, m'a-t-il rétorqué. Ils sont bien plus riches et intéressants. J'ai une guerre à t'offrir, une fabuleuse victoire et la construction d'un immense pays. Que demander de plus? Je te les donne, mes souvenirs. Ils sont tiens. » J'ai remercié papa et lui m'a caressé les cheveux. C'était un extrait de L'effacement de Samir Toumi. L'effacement, Oui. qui date de quelle année? Octobre 2016. 2016, d'accord. Ça va faire bientôt ça fait 4 ans. 4 ans. Alors ça, c'est un roman bon, qui m'a franchement fasciné, marqué, je ne sais pas comment je pourrais dire. Tu te souviens, je t'avais écrit tout de suite à la fin, après avoir lu. Ça m'avait beaucoup touché. Et j'ai l'impression qu'il était annonciateur de ce qui est arrivé après, hein, Je c'est-à-dire crois. comment la jeunesse algérienne voulait se défaire du poids d'abord familial, du poids en général des décideurs et des... Ouais. C'était dans l'air du temps. Écoute, ce que je peux te dire, je vais te dire un truc bizarre. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un exergue attribué à Oscar Wilde. J'ai commencé comme ça. Oui. On ne sait pas si c'est de lui, hein, c'est attribué. D'accord. Donc tout le monde signe Oscar Wilde, mais quand tu regardes, en fait, il n'y a aucune référence textuelle. On ne sait pas D'accord. sur quel texte Ok. il l'a écrit. Ça peut être juste... Mais on l'attribue à Oscar Wilde. D'accord. Et c'est la nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. Donc en fait, je termine, l'exergue dit, ok, ça va se passer avec la prochaine. C'était ça l'idée. Et tu sais, pendant ce livre, je n'arrive pas à le dédicacer autrement. Dans 90%, il faut vraiment que je fasse un effort sur moi-même pour trouver autre chose. Et à chaque fois j'écrivais. Ouais. Une génération s'efface pour que la prochaine éclose et rayonne. Une génération s'efface pour que la prochaine éclose et rayonne.
Je n'ai fait qu'écrire ça, mais des centaines et des centaines et des centaines de fois. J'arrivais pas à écrire autre chose que ça en exergue. Après, je pense que oui, je pense que on était dans une période iconoclaste. Avant le 22 février, il y avait des signaux faibles. Moi, personnellement, je pense qu'on est tous pareils. Peut-être que les artistes, les écrivains, etc., je pense qu'on a des antennes. On a quelque chose peut-être qui fait qu'on capte des signaux faibles, ou on a une sensibilité qui est peut-être un peu plus exacerbée. Mais on est dans notre temps. Et donc on sent des choses. Toi-même, Écorce, c'est générationnel. Aussi, pareil, tu as ressenti ce besoin à un moment de mettre en perspective, tu vois, tout ça. Donc pour moi, ça procède un peu de la même chose, c'est-à-dire ce besoin de se situer, de se positionner par rapport au présent, au passé, au futur. Après, chacun le fait à sa manière. Chacun le fait selon sa propre sensibilité. La femme, qui est quelque chose de très important pour toi. Et moi, ça a été ce besoin à un moment de montrer comment l'histoire avec un grand H pouvait enfermer tout le monde dans quelque chose de figé, où la parole n'a pas lieu et où finalement cette absence de parole, cette absence de singularité, le fait qu'on te coince dans quelque chose va faire que c'est la violence et la folie qui prennent le relais. Et comment dirais-je, et cette envie de parler du fait que ma génération, en fait, mais aussi la génération, parce que tout le monde est victime de cette histoire. Si tu prends le père dans l'effacement, en fait, sa violence vient du fait qu'il est coincé dans son rôle. C'est pas un père, c'est pas une personne, c'est le commandant Hassan. Tu vois. Donc tout le monde est un peu cantonné à les fils d'eux, lui, enfin tu vois. Chacun est cantonné dans son rôle qui est trop étroit, tu vois. Et donc le coût psychologique est immense quand tu peux pas être toi-même, que tu ne peux être que la fonction qu'on t'assigne. Et la fonction qu'on t'assigne, c'est l'histoire avec un grand H qui te l'assigne, tu vois. Et en l'occurrence, c'est la guerre. Absolument, le roman national, ce qu'on appelle. Mais le roman national, je ne sais pas si tu te rappelles, il a commencé à être écorché. Tu as eu la déclaration de Saïdani, tu as eu l'affaire du fric de Youssef Saadi. Tu vois, tu as eu donc plein de signaux comme ça, où ces héros qui étaient intouchables, on les touche, on les égratigne, on les, tu vois. C'est-à-dire qu'on commence à cracher un peu sur, sur ce qui était, sur les icônes, sur tout ce qui était intouchable, sur tout ce qui était sacré. Mais justement, ton personnage, quand on revient à ton personnage, c'est lui qui s'efface, justement. Oui. Ce n'est pas, parce que tu dis une génération s'efface, mais en fait, cette génération ne veut pas s'effacer. Mais lui, c'est notre génération. C'est une autre. Lui, c'est notre génération. Lui, c'est pas 62. C'est celle qui n'arrive pas. C'est celle qui n'arrive pas, mais qui annonce. Ce que moi j'appelle la génération des enfants. D'accord. Or, le 22 février, pour moi, c'est les petits-enfants. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que même si nous, évidemment, on accompagne ce mouvement, mais c'est pas nous qui avons 20 ans aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on l'annonce quelque part. Voilà, bien sûr, il y a eu 88, il y a eu ces choses-là, il y a eu ces velléités-là, mais je pense que la vraie rupture, ce sentiment qu'on a de réveil, en fait, parce que même malgré tout ce qui se passe, on est réveillé. Ça, tu peux tout dire. Mais on n'est pas endormi, on est réveillé. Non, on est réveillé, au sens... Je me faisais la réflexion. Éveillé de nouveau, quoi. Oui, c'est ça, on est réveillé. On est réveillé. Et pour certains, c'est un éveil. Pour d'autres, pour nous, je pense que c'est un réveil. Mais malgré tout ce qui se passe, les arrestations, l'arrêt des marches, la pandémie et tout, on reste éveillé. On continue, ça c'est fini, quoi. C'est parti pour. Donc il y a autre chose de toute façon. Il y a une autre page de l'histoire qui s'écrit. Donc il y a un autre roman national qui est en train de s'écrire. Et tu as vu tous ces retours vers l'histoire, justement? Bien sûr, c'est la mise en perspective, bien sûr, tout à fait. Bien sûr, c'est important, on a une histoire. Et tout le monde la revendique, et tout le monde la connaît, et tout le monde... Tu vois ce que je veux dire par là? Mais c'est l'histoire, si tu veux, qu'on nous a servi, qui est remise en question. Bien sûr. Et c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent vous êtes toujours trop passéistes, les gens de Hirak, on est toujours... Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas réellement besoin justement de réécrire d'abord, en même temps... Il y a Ali Baour. Exactement. Et puis c'est eux qui choisissent leurs symboles, leurs icônes. Et puis il y a eu débat.
Ouais. Ben, à Méroche, Ouais, voilà, il y a eu exactement. débat. Ouais. Ok, mais c'est une... Et pour moi, si tu veux, ça m'a absolument pas surpris. C'était tellement normal. C'est-à-dire, moi, j'ai pas sursauté quand j'ai entendu Ali Baouha, c'était une évidence. Enfin, tu vois, c'était... Bien sûr que les gens ont des perspectives historiques, bien sûr que les gens... Enfin, je veux dire, dans quelque milieu que tu sois, où que tu sois, on te raconte. Oui. On te raconte la guerre d'Algérie, on te raconte... ça fait partie du patrimoine Oui. Oui. historique et familial de chacun. Ouais. Tu vois, est-ce que tu connais une famille en Algérie Qui dont les n'est grands-parents n'ont soit pas pas connu touchés la par- guerre d'Algérie? Voilà. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. On a tous une histoire précoloniale, coloniale, post-coloniale, bien sûr. C'est pour ça que moi je rigole quand on dit on n'a pas d'identité. Enfin, tu vois, c'est des discours que je ne comprends pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire. On va même plus loin maintenant dans notre histoire, bien sûr. notre amazirité. Bien sûr. notre- Je pense qu'il ne faut pas confondre c'est-à-dire le fait Comme qu'on tu est le dis, une fruit d'une construction histoire qui est en train de se et la refaire. construction de l'histoire. Ce que moi j'appelle l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire instrumentalisée, Oui. l'histoire du roman national. Oui. Je veux dire, le storytelling, Oui. toute nation a un storytelling. Le rêve américain, c'est un storytelling. Comment dire, le roman national algérien est un storytelling. Et comme tout storytelling, tu as le droit à un moment de dire, attendez, cette story-là, non, il faut qu'on la change là. Ça va, c'est bon là. Tu vois donc c'est ça l'idée. Mais je pense que, et puis moi je pensais très sain, c'est-à-dire autant des gens avaient sursauté en disant qu'est-ce que c'est que ce manque de respect, etc. Moi je m'étais dit, si tu veux, tu ne peux. C'est comme l'adolescence, c'est-à-dire qu'à un moment il faut que tu craches sur tes parents pour évoluer. C'est pas possible, tu ne peux pas faire autre, même si c'est injuste, même si c'est tout ce que tu veux, tu comprends. Mais tu es obligé de passer par là. Mais donc tu dis que notre génération n'a pas eu ce courage, on n'a pas eu cette... C'est pas une question de courage, c'est une question de temporalité, tout simplement. Oui. Je dis souvent que l'ombre des pères, elle est moins... Comment dire, l'ombre des grands-pères, oui. elle porte moins que l'ombre des pères. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est générationnel. Tu sais ce qui m'a frappé quand j'ai écrit l'effacement, n'étant pas, si tu veux, un grand spécialiste de la guerre d'Algérie, moi j'ai un frère qui est capable de te la raconter au jour le jour, vraiment au jour le jour. Donc je travaille le personnage du père, et donc je me documente beaucoup, etc. Et je me rends compte de l'âge, c'est-à-dire je me dis, mais quel âge ils avaient tous ces gens-là? Et tu te rends compte que la plupart, ils n'avaient même pas 30 ans. Ils se retrouvent à la tête d'un pays, auréolé de gloire, etc. Et tu te dis, tu es dans quelque chose où tu ne peux pas être dans une transmission sereine, dans une transmission, tu vois. La transmission sereine, elle est en train de se faire maintenant. Donc tu étais dans une rupture, tu étais dans quelque chose. Ils ont tué leur père biologique, mais ils ont tué le père. Qui est la colonie. Alors après, tu peux dire qu'ils l'ont plus ou moins bien tué, enfin voilà, tout ça, tout ce qui se discute encore aujourd'hui, mais il y a un moment où tu te dis, bon, ok, ils n'étaient pas dans une forme de transmission, c'était pas possible. Ils étaient dans la construction, donc qu'est-ce qu'ils avaient à nous transmettre? Et ils transmettaient inconsciemment, justement, à la fois leur peur, justement, leur traumatisme. Leur traumatisme, etc. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et c'est ce qui a figé un peu, quand même, un petit peu. Oui, mais je pense que oui. Alors, est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ah bon? Ouais, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu penses, par exemple, ce qui est arrivé en 62 déjà, avec l'armée des frontières, si à ce moment-là, il y avait eu... je veux dire, tous ces moudjahidines qui se sont arrêtés, quoi, qui n'en pouvaient plus. On disait Sébastien Barakat, enfin, il y a eu des tentatives de révolte qui se sont arrêtées. Ça a été quand même violent, cette colonisation. Oui. La violence, c'est pas 54-62, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc c'est compliqué. Mais les acteurs de la révolution 54-62, il y a ceux qui ont récupéré, on va dire, entre guillemets, l'indépendance, qui l'ont confisquée, pour reprendre les mots de Farhat Abbas, et il y a ceux qui se sont arrêtés. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. C'est-à-dire que, si je reparle du livre, moi je suis parti d'un constat. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai inversé complètement le processus. Je me suis vraiment mis dans la perspective de l'enfant. D'accord. Et de l'enfant qui avait ce père, qui a eu le parcours qu'il a eu.
qui est très ambigu d'ailleurs, parce que à la fois tu sens que le mec il est avec, en même temps il a été contre, tu vois. Oui. Voilà, donc c'est un Moudjahid qui a réussi, mais en même temps qui a doublement réussi, parce qu'il a réussi sans être un sarraq, tu vois, parce que en même temps il est quand même, il vit quand même qui bien, garde quand même, tu vois. Donc c'est un peu, tu vois. Bon, on en a rencontré beaucoup. Mais bien sûr, des personnages évidemment, comme ça. bien sûr, ils sont très représentatifs. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, je ne me suis pas posé la question, c'était pas le propos. Oui. Le propos n'était pas de se dire, moi l'idée c'était d'accueillir une histoire qui probablement aurait pu être différente, c'est sûr, bien sûr. Il aurait pu avoir un homme présidentiel, providentiel à la Bourguiba, enfin, tu vois, un éclairé, ou alors à l'inverse, ça aurait pu être peut-être, comment dire, une bleuite qui aurait duré 10 ans, enfin tu peux pas savoir, tu vois, donc tu sais pas, il y a eu tellement de décolonisation différentes, etc. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un processus violent, c'est-à-dire que c'est pas un processus qui s'est passé dans la continuité, dans la sérénité, etc. Ça a été une rupture qui a été faite violemment sur une histoire qui déjà était violente du point de vue de l'usurpation de l'identité, etc. Et donc on est les fruits de cette violence à la fois immédiate et passée. Tu vois, et donc une espèce de société comme ça qui n'a que ça. Tu vois, et qui a un avenir à construire, un peu vertigineux pour ces différents acteurs, voilà, et qui a fait ce qu'elle a pu, si tu veux. Moi, je dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est pas pour excuser de quoi que ce soit. Ils ont fait, voilà. Après, nous, moi, je me dis, on est le fruit de cette histoire. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et comment est-ce qu'on essaye de construire quelque chose, tu vois, et on est en train de le faire. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'à un moment, ce roman national, devait être... quel impact il a eu sur ma génération? Oui, il a eu l'impact de l'effacer. C'est-à-dire que ça a été très compliqué pour nous d'exister. Parce qu'on était complètement enfermés. Nous, on a été chez Biba, on a été, tu vois. Et puis la période où il y a eu des choses dans notre actualité, c'est le terrorisme. On n'en parle pas dans le roman national, ça n'a jamais existé. C'est vrai. Puisqu'à un moment, ça n'existait pas. Ensuite, il n'y avait pas de victime. Le statut de victime, c'est venu avec cette histoire de réconciliation nationale. Enfin, tu vois. Donc c'est encore pire, c'est qu'on dit rien ne s'est passé. Tu vois. Il n'y a rien, non, mais il y a eu des massacres, des trucs, tu vois, des choses comme ça. Mais si je connais Hado, tu vois, qui fait, on ne sait pas, tu vois. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça. Et puis, tu as cette génération qui arrive, on sort dans la rue, et de cette violence, on essaie d'en faire un truc hyper pacifique. Comme m'a dit une fille, je me rappelle les premières marches, elle rigolait, rappelez vous les civilisés Scara. Ça m'a tué de rire. Et c'est exactement ça. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, donc je pense qu'il y avait besoin à un moment de nous montrer à nous-mêmes qu'on n'était pas que le fruit de cette violence, qu'on n'était pas ces merdes incapables de s'organiser. En fait, tu vois, toute cette image de nous-mêmes qui a été bousillée. À laquelle on a cru même à un moment. Absolument, tout le monde était persuadé de notre incapacité totale. Et voilà, et puis arrive ce mouvement extraordinaire qui montre que qui montre d'autres possibles, qui montre que c'est possible. Voilà. Et peu importe ce qui arrive aujourd'hui, même si c'est terrible, je pense qu'il y a un processus qui est amorcé de toute façon. Et ce processus, on ne peut pas l'effacer. C'est fini. C'est pas possible. C'est lancé. Et c'est plutôt lancé sur de très bonnes bases, je trouve. Mais c'est affreux, le nombre d'entreprises qui ont fermé, les gens qui n'ont plus de quoi bouffer, la dévaluation du dinar, enfin, c'est dramatique. Et tu as surtout... tout l'informel là qui et tu as un gouvernement... c'est-à-dire que même l'informel se casse la gueule. Bien sûr. C'est ça le problème. Et tu as ce gouvernement qui est totalement incapable de gérer quoi que ce soit. Ils sont totalement incompétents. Ils sont à côté de la plaque complètement. D'ailleurs, tous les gens un peu sérieux, bosseurs, intelligents, ils ont refusé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne reste donc, que des incompétents. Donc si tu veux, à côté de ça, tu as des fonctionnaires qui sont tétanisés, qui n'ont pas envie de prendre de décision, qui n'ont pas envie... Personne ne veut sortir du bois, c'est l'incertitude totale. Donc écoute, vraiment, moi je pense que les mecs, ils doivent se lever tous les matins, ils doivent prier le dieu du pétrole je pense qu'il n'y a que ça qui peut les sauver, nous sauver.
Parce que ces gens-là, Ils nous entraînent dans... Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Et puis ils sont dans un déni. Ils ont cette capacité à faire le déni. D'ailleurs, c'est la spécialité de ce truc. Mais le déni, quelqu'un me l'a expliqué un jour. Tu connais la différence entre Bitrad ou salon? T'expliques. En fait, quand tu vas dans les appartements, tu as une pièce avec ton salon. Qu'est-ce que c'est que le salon? C'est une pièce qui est fermée à clé. Oui. Tu ne l'ouvres que quand il y a les invités. Peu importe l'espace que tu as, même si tu as 20 mètres carrés, 50 mètres carrés, avec salon. Les enfants, il est fermé. Ne touchent pas. Quand tu ouvres, d'accord, alors tu as généralement des fauteuils, des trucs, tu n'as pas le droit de t'asseoir. D'accord. C'est vrai. Deux, tu as une chaîne stéréo, mais tu n'as pas le droit d'écouter de la musique. Si tu les touches, tu te reçois une claque dans la gueule. D'accord. Donc ça, c'est le salon. Il est fermé, il y a tout, mais tu as le droit d'utiliser rien du tout. Et quand les invités sont là, tu ouvres le salon, tu mets de la musique, tu utilises les livres et tout, et dès qu'ils partent, tu refermes. Et à côté, il y a Bitrad. Bitrad, tu te vautres, tu t'allonges, tu fais ce que tu veux, tu te grattes les burnes, tu regardes la télé, tu craches, tu bouffes, tu machins, tout ce que tu veux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? D'accord. Le système algérien, c'est salon, la constitution, le truc, etc. Et tout se passe fait Bitrad. Arrive le 22 février, tout vole en éclats. Le salon... terminé. Les gens sont sortis, ils ont dit c'est fini, on a un salon, on veut plus, on veut un salon, on veut s'asseoir, on veut écouter de la musique, on allume, etc. C'est pas mal. Salon, on garde, là on veut salon. Donc on veut des présidentielles, on veut une constitution, on veut être, ils veulent reconstituer leur salon. Ils continuent à faire leur petit truc, Exactement. Les Algériens, quoi le clair, donc on a le salon. Et c'est vraiment la génération actuelle, effectivement. Exactement. Et là où j'ai rigolé, c'est que ma voisine, un jour, quand elle a dit salon, lui, quand le chauffe-eau, elle me fait rentrer dans le fameux salon. Fermé à clé. C'est génial. Je me suis dit, ça y est, elle a fait son relax. C'est excellent. Et ouais, c'est quelqu'un un jour qui me raconte ça. J'étais dans une entreprise. Incroyablement. Je travaillais avec le gars m'expliquait. Parce qu'on était en train de réorganiser la boîte. Il y avait les actionnaires. Et il me dit, ton organisation et tout, c'est le salon. Il me dit, mais Omar, ils veulent le salon, ça n'est pas de C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, je vais la garder, ça c'est... Écoute, j'ai trouvé l'image parfaite. Donc, et tu te rends compte que leur obsession pour les élections, le truc, c'est le salon. On change le salon, on remet vite le salon pour que les invités, ils ne voient rien. Et on continue. Les invités, c'est les... لا دوك نحبوا الصالون هذوك كيما تاع التلفزيون لي بغا لي فوتاي بغا نشعل التلفزيون نشعل نسمع موسيقى كيفاش يقولوا بلادنا ونديروا راينا كي va gagner exactement الصالون ديالنا ونديروا راينا هذه هي je crois qu'on est parti pour absolument Donc, tout ça pour te dire que, voilà, et là, l'histoire avec un grand H, c'est le salon. Ce salon, ils n'arrivent pas à le reconstruire. C'est leur seule feuille de route, c'est ce salon. Un beau salon. Voilà. Et ils sont obsédés par ce salon. C'est vrai. Hein. Exactement. Voilà. Et donc, toute leur énergie porte sur ça. Et les enfants, on s'en fout, quoi. Les enfants qui tombent dans la maison. Bien sûr, on est dans le déni. C'est de l'aller. Oui. C'est ça. C'est là, je refuse de voir. Oui. C'est que tu as un roman en route qui pourrait peut-être un peu... Non, j'ai un roman qui m'enferme un peu, qui a été très compliqué, sur lequel je me suis un peu embourbé. Mais voilà, mais quelque chose me dit que je dois aller jusqu'au bout, donc c'est compliqué. C'est un roman qui traite du système et de la corruption, etc. Tu vois, donc c'est fatal. Oui, moi ça m'intéresse. Et sur la décomposition d'un système. Moi, c'est ce sur quoi j'écris.
Mais ça a été très compliqué, c'est pour ça que c'est un peu long. Maintenant, je sors un peu parce qu'il y a un moment où l'actualité te dépasse. C'est très dur de quand tu écris un roman qui est lié à l'actualité. C'est difficile de s'en extraire. J'ai commencé à l'écrire avant le Hirak, avant ces histoires d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment où voilà, j'ai été débordé. C'est très difficile à un moment de sortir du flux d'informations, etc., pour rester sur un projet littéraire. Parce que l'actualité t'écrase et tu te dis mais qu'est-ce que je vais raconter alors que la réalité dépasse totalement la fiction, tu vois. Et après tu te dis non, c'est pas le propos de toute façon. Donc voilà, donc il y a eu tout un travail sur lequel je suis toujours. Voilà, et donc je suis en plein dedans, je suis en plein chantier. Je pense que la littérature, c'est ça, c'est ta capacité à avoir comment dire, à avoir une forme d'empathie pour tout le monde. Et puis moi, si tu veux, j'aime bien les personnages ambigus. J'aime pas quand... Enfin, tu vois, je pense que tu vois, dans ce roman-là, par exemple, je fais référence à des personnages qui sont un peu louches, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, toute personne un peu louche, c'est-à-dire tout individu va justifier son action. Il va toujours t'expliquer. Il va toujours, quand tu pars de son point de vue à lui, forcément, il a une construction intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire, qui fait que... Et c'est là que ça devient intéressant. Tu sais, c'est la notion j'ai travaillé un moment avec une experte une philosophe qui a beaucoup travaillé sur la notion de sincérité. D'accord. Tu vois, vérité et sincérité, ça n'a rien à voir. La sincérité, c'est quand tu es en cohérence avec toi-même. Donc peu importe quel est sincère. Même s'il fait des horreurs, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette ligne qui va faire que tu te dis c'est quoi la logique du personnage, qu'est-ce qu'il cherche, où est-ce qu'il veut aller, pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça. Pas de ma logique à moi où je vais le juger, etc., où le lecteur va le juger, mais c'est important à un moment que le lecteur se mette dans la peau. Et oui. Et avant ça, tu vois, de se dire, tiens, c'est intéressant. Voilà. Après, si tu veux, je me suis lancé dans un truc assez ambitieux. Voilà, donc soit je réussis et ça fonctionne, soit je me plante lamentablement, mais je suis en plein dedans. Donc j'ai aucun recul, tu vois. Je suis dans cette phase merdique que tu connais probablement. Où tu es encore empêtré dans ton histoire et dans tes... Voilà. Mais c'est ce qui compte, c'est peut-être la sincérité de ta démarche. Je pense que oui, alors tu sais, moi je m'interroge, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais moi je m'interroge sur mon envie de poursuivre. C'est-à-dire si j'ai envie de poursuivre, c'est-à-dire si je ne lâche pas, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc c'est compliqué, mais si je n'ai pas lâché voilà, il semblerait que j'ai quelque chose à dire. Donc écoute, je vais travailler, je vais essayer de m'y atteler le plus possible, ça prendra le temps que ça prendra. Et la balade du centenaire, alors c'est marrant ce livre. Récemment est paru à Alger un ouvrage collectif qui s'intitule « J'ai rêvé l'Algérie ». Ouvrage constitué de récits, fiction et témoignages. Samir Toumi y participe avec un texte de fiction qui s'intitule « La balade du centenaire ». J'ai demandé à Samir de lire pour nous un extrait de ce texte. Nous avons été des millions à battre le pavé, en foule compacte et déterminée, dans toutes les villes d'Algérie. D'abord incrédibles, puis ébahis, heureux et résolus à en finir avec un système indigne, médiocre et corrompu qui étranglait notre pays et nous privait d'avenir. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, tous différents, chantions et clamions ensemble les mêmes slogans, dans une incroyable harmonie, avec le fol espoir qu'enfin, les choses changent. La lutte fut longue et ardue, et les sacrifices nombreux. Activistes, simples citoyens ou journalistes, combien de personnes furent emprisonnées, combien de provocations visant à nous diviser furent tentées par une gouvernance sournoise et manipulatrice. Mais rien ni personne ne nous fit basculer, ni dans la division, ni dans la violence. Notre arme ultime, le pacifisme, finit par triompher, et un véritable régime démocratique fut enfin instauré. Une Algérie diverse, engagée, responsable a fini par émerger, puis évoluer, s'épanouir, pour devenir l'Algérie d'aujourd'hui, celle où je vis un heureux crépuscule et où mes jeunes compatriotes envisagent avec sérénité leur avenir. Lorsque je les entends s'indigner du système actuel, le trouvant liberticide ou insuffisamment social, ou de s'offusquer du fait qu'un ministre ayant osé faire monter ses enfants dans un véhicule de fonction n'ait toujours pas été démis, je me surprends à sourire. Leurs révoltes d'aujourd'hui me rendent fier et heureux, tant elles me confirment que les sacrifices de leurs aînés n'ont pas été vains.
C'est quand le livre est sorti Oui. que j'ai compris en quoi ce livre était incroyable. Mm. Parce que je me suis remis dans le moment où j'étais. Oui. Tu sais, c'était au mois d'avril, je crois qu'ils nous ont contactés. ça. En avril, on était sidérés. Je ne sais pas Oui. si tu te rappelles. On ne Oui, savait pas oui. ce qui nous arrivait. Oui. Oui. Il y avait les arrestations. Ouais. Tous les jours, Khaled, ensuite X, Oui. ensuite Y, ensuite Z. Et tu te rendais compte qu'ils avaient profité. C'est-à-dire que tu comprenais qu'ils allaient profiter à fond de la situation pour arrêter tout le monde. Donc on était dans une forme, moi je me rappelle, de sidération, Oui. où les gens qui m'appelaient, on s'appelait entre gens pour savoir ce qu'on allait devenir. En fait, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on allait devenir. Et avec la Covid aussi. Avec la Covid, en se disant, mais ça va être quoi notre futur, ça va être quoi notre machin. Et puis les arrestations, jusqu'où ils vont aller. Tu t'es jeté. Je me suis jeté dessus, mais sans rationaliser. Oui, c'est oui, après oui. que j'ai compris en quoi c'était important de le faire. C'est-à-dire en quoi ça nous a, Ah oui. je pense, ça nous a aidés. Oui. Voilà. Moi, je suis d'accord. Voilà, et du coup, c'est pour ça que je défends ce livre. Alors, quand j'ai en plus appris qu'il était gratuit, disponible, téléchargeable, Ouais. j'ai dit c'est merveilleux. Ouais. Et qu'il y avait des plumes qui venaient de partout, Ouais. parce que je ne savais pas qu'il y avait C'est ça. du tout. C'est-à-dire, j'ai appris à la fin qu'il y avait toi, je ne savais pas Ouais. du tout qu'il y avait Ouais. toi. Ouais. Je ne savais pas, j'ai Ouais. même pas posé la question, Ouais. tu vois, en disant il y aura qui et tout. Ouais, Je m'en c'est foutais très complètement, intéressant. Et tu le vois. texte, franchement. Et dans le tien, vraiment, on a une balade dans Alger qui est absolument. oui. Aujourd'hui, en venant chez toi, je descendais la rue Didou, je prenais un peu le chemin inverse de celui que prend ton personnage. Je regardais, j'ai dit, mais pourquoi il ne veut plus qu'on taille T'as vu les ficus les ficus comme ça? C'est tellement beau Oui, aussi. parce que je me suis imaginé une Algérie en deux. Je me suis dit. Ouais. Je me suis dit en 2000, Foisonnante. d'abord, Ouais. oui, et puis je me suis dit, je me suis dit quelqu'un qui aurait 20 ans, qui aurait eu 20 ans, le 22 février 2019. Ouais, Voilà. Donc c'est du ça. coup, je projetais 100 ans, c'est 80. Donc 2019, 2080, 80 plus 2019, on est en 2099. C'est ça. Tu Ouais. vois, je me suis dit, bon, c'est clair que l'écologie, le rapport aux animaux, maintenant Oui. tu as les antispécistes, enfin tout ça. Alors que tu te dis, on se retrouve là-dessus. C'était beau, Voilà. Oui. Donc l'idée c'était de dire, tu sais aujourd'hui on te dit il faut plus manger, il faut plus faire de ferme, il faut plus faire de... Moi j'ai écouté beaucoup, notamment pendant le confinement, tout le mouvement antispéciste, tu sais, qui se développe beaucoup, tu as beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, tu as des chercheurs, enfin tu vois, le Tu peux rapport à nous l'animal. expliquer ce que c'est l'antispécisme? Les antispécistes, ce sont des gens qui considèrent que finalement... Qu'on a pris toute l'espace forme- aux animaux. Voilà, c'est-à-dire que l'espace de vie. toute forme de vie est respectable. Oui. Et il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es une fourmi que tu as moins de droits tu vois, Oui. qu'un lapin Oui. ou qu'un être humain. Oui. Oui. Et que finalement, oui, tout le monde doit partager cette planète, peu importe qui tu es. C'était Et beau, que- ces lézards. Là. Voilà, et donc du coup si tu veux, ça devient, si tu veux, de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à Oui. partir du moment où tu exploites une vache, et ben c'est de l'esclavage. Où tu te promènes avec un chien, Oui. Oui, tu vois, quelque c'est part, ça. tu l'as. C'est comme l'esclavagiste qui a Oui. laissé noir, etc. Tu vois. Donc les antispécistes, ça commence dès maintenant, c'est un vrai mouvement. Bon, tu as L619, tous ces trucs-là et tout. Et dans 80 ans, ils seront. Voilà, tu te dis, ok, ils auront gagné. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partage l'espace, l'espace avec la nature et Ouais. les animaux. On découvre aujourd'hui que les arbres, par exemple, communiquent entre eux. Je ne sais pas si tu le sais. Oui, ça je le sais. Tu sais qu'on ne coupe plus d'arbres aujourd'hui quand l'arbre est malade. La meilleure manière de le soigner, c'est qu'ils vont par terre et ils dégagent les racines pour que ça communique plus, Oh là là. pour que les autres puissent le soigner. Donc, D'accord. donc tu te dis tout ça, c'est clair que ça va changer complètement ton rapport à la nature. Ouais, Tu vois, ouais. puis le fait qu'on ait massacré cette planète. Donc tu te dis, ok, l'Algérie, voilà, pourquoi est-ce qu'elle serait hors de ce mouvement? Ce serait bien qu'elle le soit. Ouais. En tout cas, ce serait absurde de se dire que si... Donc soit si tu veux, tu regardes une Algérie dévastée par la pollution, etc. J'avais vraiment pas envie de ça vu ce qu'on vivait. Je comprends moi non plus. C'était j'ai rêvé. Oui. Donc du coup, forcément, c'est l'autre pendant. Ouais. Et donc j'ai essayé d'imaginer un Alger avec une continuité historique, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il y a des bâtiments, après tout on conserve des bâtiments du XVIe siècle, pourquoi est-ce qu'on ne conserverait pas encore ces bâtiments-là, tu vois, avec des techniques de conservation, donc il n'y a pas de raison pour que la ville change physiquement, donc il y a toujours le côté... Et c'est marrant, osmanien, le lampadaire la Casbah. kitsch au milieu Voilà. de la place aux Dames. Après je voulais rendre hommage aux détenus, pour montrer aussi que
comment dire, que ceux qui souffrent aujourd'hui seront peut-être les icônes de demain, tu vois. Oui, absolument. Et donc, Ouais. donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire, j'ai fait du name dropping, si Oui, tu veux. oui, oui. Donc avec le boulevard Mohamed Tajadid, Et, tu vois. ouais, ouais. Oui, c'était une manière de leur rendre hommage, et puis je voulais partager ça. Ah ouais, c'est très... Donc j'ai très envoyé réussi. ça, tu vois, à Anne-Céline pour que les avocats puissent donner ça à Khaled. Ah, oui. très bien. D'accord. Tu vois, Est-ce j'ai que tu demandé penses qu'ils ouais, l'ont... il faut que je me renseigne, mais apparemment l'avocate s'était engagée à le faire parce qu'ils n'ont pas le droit de lire. Tu vois, ils leur interdisent les livres. Moi j'avais toute une liste de livres, on avait préparé avec ses amis une liste de livres et tout, mais apparemment la prison refuse de leur donner, ils lui ont arrêté les journaux. Tu vois. Ouais. Donc j'ai demandé à AOL de donner à Tajadid, tu vois, c'était une manière de me dire, ils marquent l'histoire ces gens-là, tu vois. Et moi, il va être traduit en arabe en plus. Oui, je sais, ça, c'est mais je formidable. voulais, après, c'est-à-dire que je sais pas, moi j'ai du mal avec les détenus d'opinion, j'ai vraiment du mal, ça me rend malade. Bien sûr. Voilà. Et je comprends pas qu'on minimise ça ou qu'on rationalise ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et surtout qu'on dise que c'est fini alors qu'on a des détenus d'opinion. C'est ma limite. Ouais. Donc il y en a tous les jours. Tous les jours. Et en même temps, tu as des gens comme le CNLD, tu as tous ces gens-là, tu te dis, mais c'est fabuleux. Ces avocats qui courent, qui n'arrêtent pas de courir, qui vont, qui partent. Toutes les wilayas. Tu te dis, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu as comment dire, c'est vivant. Je te dis, on est éveillé. Et donc voilà, donc je voulais, oui, à travers je ne pouvais pas imaginer une Algérie où ces gens-là n'auraient pas leur place. Et en tout cas, c'est important pour moi, parce que l'idée, c'est vraiment de projeter ça. Et puis, il y a des constantes aussi nationales, desquelles je suis très fier. Et donc, je voulais, c'est le rapport à l'Afrique qu'on est en train de perdre complètement. Oui. Donc ça, c'était important. Comment dire, la gratuité, le côté social du pays. Qui ça, reste gratuit. Pour moi, voilà. Donc, j'ai essayé d'imaginer... en tout cas, ça fait rêver vraiment, quoi, oui, pour le coup. C'était le but. Oui. Voilà. Et en même temps, tu te dis, pourquoi ce serait impossible? Oui, tu vois, c'est-à-dire que pourquoi ce serait impossible? Quand moi j'ai relu mon texte, je me suis dit, il n'y a rien de... Oui, d'infaisable, quoi. Non, c'est juste parce que le monde change, c'est-à-dire le monde change, l'Algérie change, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est une question de gouvernance, c'est une question de personne, ça reste toujours le même problème. T'as pas pensé à une rue Saint-Berthomé? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, non, j'ai pas pensé. Parce que je voulais mettre les détenus d'opinion. Par exemple... Comment dire, il y a des ateliers d'artistes, j'aurais pu mettre des noms d'artistes, etc. Les artistes dans l'aérohabitat. Tu voulais juste rendre hommage à... Oui, je voulais qu'il y ait leur nom. Oui. C'était important. Oui. Et la psychiatre... Je me suis dit, tu vois, j'étais tellement pas bien, je me suis dit, après tout, c'est tout court, hein, je me suis dit, il y a Internet, demain, dans 100 ans, peut-être que ce texte sera exhumé, il y aura leur nom. Donc au pire, voilà, ils sont là. Quelqu'un lira, il va dire, il y a Hakim Haddad. Oui. Tu vois ce que c'est aussi con que ça. Boraoui. Il fallait que je mette. Oui. Tu vois. Et j'étais frustrée parce que j'aurais aimé mettre plus de noms, j'ai pas trouvé parce qu'il y a 9000 signes, tu vois. Non, mais en tout cas, ça fait du bien. Mais par contre, c'était pas négociable, c'est-à-dire que on essayait de me dire, c'est bien des artistes. J'ai dit non. Non, je ne mets pas les noms des artistes. Quoique, je crois que tu en as mis quand même. J'en ai mis un ou deux, oui. Non, j'ai parlé des chanteurs à un moment, Fleur. Ah oui. Oui, mais ça, c'est différent. Ah, ça m'a un peu gênée, je t'avoue. Pourquoi la musique en permanence, diffusée en permanence. Je sais pas, moi, je ne me voyais pas... elle n'était pas en permanence, c'est un concert. Ah, d'accord, au niveau de la cathédrale. Oui, c'était un concert holographique, en fait. Ok, alors je comprends rien. En fait, je croyais qu'on entendrait tout le temps. Non. Parce que j'étais dedans, hein, quoi. Non, c'est un concert, c'est-à-dire le mec arrive, il y avait un concert holographique. Ok, d'accord. D'accord, le concert holographique, c'est quoi? C'est que l'avantage maintenant, c'est que tu peux appuyer sur un bouton et tout, mais tu as la reconstitution, tu as vu dans les films de science-fiction, du concert. Donc tu vois comment dire, tu vois l'Amra en train de jouer. Mélenchon, son double. Tu vois l'Amra en train de jouer, toi tu es installé, tu vois, et tu te mets ton Amra là ou là si tu veux, mais il est là en face de toi, tu faire ta petite qada. D'accord. Ok. Tu vois, mais ça ne branche pas tes teins. Ah, ok, je peux mettre une autre musique. Mais bien sûr, tu mets ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le chab, et au contraire. Non, c'est à ta disposition. D'accord. Oui. Et alors, il y a des choses que je ne connais pas du tout. C'est quoi? Des... Peut-être moi non plus. Hein.
Non, il y a les vélos, mais Ouais. il y a d'autres... Ah oui, euh, les sunshine skate Voilà, et tout. c'est quoi tout ça? C'est des planches solaires. C'est-à-dire, Tout est solaire. oui, d'accord. c'est-à-dire que au lieu de, quand tu es fatigué, que tu Ouais, veux marcher, ouais. tu montes sur une planche comme un skateboard, Mhm. mais un peu volant. D'accord. Tu vois, qui fonctionne à Ah, l'énergie il y a- solaire. Comme ouais. moi, j'ai 100 ans, je ne peux pas marcher. Oui, oui. Donc je monte sur mon sunshine Et skate. tu voles quoi un peu? Voilà, hein. je Tu vous survoles vole. un peu. Voilà. Ouais, ouais. Tu Ah, vois, c'est fantastique. C'est comme un tapis volant. en Ouais. fait. Et puis ces bancs comme ça qui Oui, à balancent. suspenseur. C'est-à-dire Ouais. que tu es là. Ouais. Ça existe déjà. Hein. Tu vois. Oui, je Ouais, sais, oui, non, je mais sais. c'est vrai que je te dis, Ouais. c'est. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est Donc voilà, donc j'imaginais cette place, parce qu'il y a des bancs sur la place. T'as vu, Oui, les bancs mais j'ai blancs, tout là. vu en descendant, tu vois, Les je bancs blancs. reconstruisais. Voilà, Oui. tu vois, Ouais. donc tu imagines un truc ultra moderne avec des bancs à suspenseurs et tout, mais tu Ouais. vois, tu gardes la même. Oui, Moi, ce qui m'a amusé, même c'est de garder la disposition. configuration Ouais, de la ville, oui. tu vois, avec la librairie Audin, Mm. en fait, tu vois, Mm. mais avec un truc ultra moderne, où Ouais. tu vois, et au milieu, tu as ce lampadaire Khalid Et des Rabi, plantes partout. Là, voilà, où tu les laisses vivre parce Oui. que, tu vois, tu coupes et tout, tu peux pas. Des arbres fruitiers. Ah oui, oui, c'est-à-dire que la plante, elle bouge, elle vit. Les C'est-à-dire là, c'est un nouveau chardonnerets. mouvement qui va considérer que si tu tailles un ficus, Ah oui, c'est tu lui ça, fais c'est mal, pour ça. tu le blesses. D'accord, ok. Et je me disais aussi, il n'y a pas assez de soleil en fait sur la rue des Douches. Mais vraiment, j'étais dans ton... Ouais. Et j'imaginais beaucoup d'arbres, j'ai dit, bon, peut-être que dans 80 ans, ça sera différent avec le réchauffement climatique. Et puis il y aura de la réverbération. On aura besoin Et justement. puis tu peux faire réverbérer la chose. Mais effectivement, comment dire. Après, si tu veux, il y a quand même des lézards qui prennent le soleil. Donc, à mon Oui. avis, Oui, tu vois, j'ai ça doit. adoré. J'ai adoré. ces Oui, c'est le lézards. 90, Je les voyais, c'est le grand ouais, immeuble. oui. Là, tu J'ai vois. une sœur qui a une phobie incroyable des lézards, je m'imaginais. Ah, elle n'aura pas le Là, choix en c'est pas- 2100. oui, oui. Il ne faut rien faire. Bon, on sera plus de ce monde, ni elle ni moi, mais... tout à fait. Et puis moi, je cultive un peu la solitude. Hein. Je suis quelqu'un de. J'aime bien. Ouais, ouais. Par Ouais. contre, je suis un animal social, c'est-à-dire Voilà. je socialise En même avec temps beaucoup que... de monde, ouais. mais j'ai pas un cercle d'amis très étendu. D'accord, Je suis pas Ouais. mondain, je sors pas Ouais. beaucoup, je vois pas beaucoup de monde. Je Ouais. l'ai été, hein. Oui, À une oui. période de ma vie plus jeune, je faisais beaucoup la fiesta. Et Et tu as fait la radio, tu as fait la télé Oui, ou la oui, radio? j'ai fait de la les radio, deux? j'ai fait les Non, deux, ouais. les deux, ouais. C'était une belle expérience? Oui, très belle. Ouais, très bien. Avant qu'on me censure. On t'a censuré? Bien sûr, je suis le censuré canal historique, moi. Non. Bien sûr, j'ai été censuré en 2006. 2006, Ouais. d'accord. Ça avait fait un scandale à l'époque. Et c'était sur quoi Europe 1. cette histoire? Je faisais une émission qui s'appelait Sam Blog, où je Sam racontais Blog. ma vie, Mhm. de 11h à minuit. Donc je racontais D'accord. Alger. Oui, Il y a toujours mon blog d'ailleurs, hein. ouais, Ça s'appelle Alger Intime, mon Alger Intime. d'accord. Et donc à l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un blog. On était en 2005. Mm. Et en fait, je me suis dit, je vais faire mon blog à la radio. Et le blog à l'époque, tu sais, c'était un peu le journal intime. Oui. Tu te rappelles Oui, les oui, premiers oui, oui, blogs je m'en et tout, on souviens. racontait sa vie Mm. et tout. Donc je commençais à raconter, donc je faisais des petits billets. Ouais. Où je racontais ma vie avec une bande son assez élaborée. Mm. Et donc voilà, donc c'était devenu un truc un peu qui était très suivi. Oui, oui. Donc, tu avais là, puis je racontais. Donc je racontais mes soirées, Oui. je racontais mes journées, j'allais à la manade, le truc. Je me baladais un peu partout, Oui. etc. Je racontais. Et pareil, cette problématique d'appropriation. Et donc un jour, j'ai le directeur des radios, c'était Ben Hamadi à l'époque, qui me convoque. C'était la chaîne 3, c'est Ouais, ça? qui me convoque et qui me dit. Donc il y avait encore une liberté de ton en Oui, 2005. oui. Et il me dit, j'ai écouté. Mhm. Et il me dit, vous savez, monsieur Toumi, il me dit, vous savez, il faut regarder le verre, il faut toujours montrer le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, etc. Et tout. Je lui dis, écoutez, moi je pense que les gens sont adultes. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a de l'eau dans un verre. Après, libre à eux de voir s'il est vide ou il est plein. Je pense que c'est une liberté qu'on peut accorder à l'auditeur. Ouais. Et là, je savais qu'il m'avait dans le collimateur. Et un jour, il y a un article qui sort et qui dit Shad anfak wasma, bouche-toi le nez et écoute. Et il dit voilà, il y a une émission à la chaîne 3 qui fait l'apologie du sexe, de l'alcool, du truc et tout, etc. Machin, et tout. Donc c'est un journal arabophone. Et le directeur de la radio avait décidé que c'était moi.
Alors que c'était pas moi en fait, il parlait pas de moi. Il parlait d'une émission qui avait lieu juste après. Il y a eu un truc sur Boy George, je crois. On parlait de drogue, etc. Et tout, parce qu'il y avait un truc de musique après moi. Et le directeur de la radio, trouvant que l'occasion était trop belle, parce qu'il s'est mis à m'écouter. Et c'est vrai que je parlais de jus de raisin, voilà, un truc et tout. Et donc il m'envoie un papier en me disant, non c'est Boucli, il envoie Boucli en disant, voilà, on va arrêter l'émission temporairement, le temps que machin, etc. À l'époque, je faisais une chronique aussi avec Luc, Luc Cholet. Donc je sors aussi de l'émission. Par contre, celle de Omar Zelig, elle continue par contre. D'accord. Donc voilà, donc elle continue, mais moi je sors de l'émission. Mais toi, on te demande de sortir. C'est fou. Hein. Et donc voilà. Donc ils me censurent pour être. Et je me suis dit comment je vais les emmerder. Et j'avais pas envie de créer. Je leur envoie un papier où je leur dis. Et donc moi tout passait sur Internet. Donc je leur dis mais c'est abusif ce que vous avez fait. Vous n'avez pas le droit. Parce que malgré le fait que je ne sois pas salarié, et d'abord pourquoi est-ce que je ne suis pas salarié Et donc je m'étais bien fait chier en disant que je leur réservais le droit de leur coller un procès, etc. Du coup ils ont régularisé plein de gens. C'est tant mieux pour eux. Et apparemment, ils ont paniqué parce que la lettre, moi j'ai écrit sur Internet et j'ai publié la lettre sur mon blog. Et pour eux, à l'époque, Internet, c'était Saor, tu vois, ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était. Encore moins que encore moins qu'aujourd'hui. Voilà, et entre-temps, je me rappelle qu'El Watan reprend, il y avait Adel Mehdi qui avait réécrit, etc. Ça avait créé. Et puis, un mois après, Ben Hamadi a sauté. Voilà. Donc, est-ce que c'était lié, pas lié, je ne saurais te dire, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait que. Mais je sais que ça avait fait un peu du bruit cette histoire, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de censurer. De liberté de ton. Voilà. Et après, ça a commencé. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont été arrêtées, etc. Mais voilà, donc oui, j'ai fait de la radio. Et donc cette parenthèse tu vois, de la radio. Après, j'en faisais, moi, avant, en 87. C'est ça. J'ai commencé à radio à 19 ans. Ok, d'accord. Et t'as pas envie, ça te tente pas de revenir? Non, pas dans ce contexte-là. Non. J'ai même pas envie quand on m'invite. Je refuse d'y aller. Ça me dégoûte. Je veux pas. Je suis content que ce livre, de toute façon, il soit indéfendable. Je pense qu'ils peuvent même pas en parler. Oui, c'est vrai. Donc, je t'avoue que d'un côté, je me dis bon, tant mieux. Je sais pas. Là, je suis vraiment dans une phase où peu de feu, parce que tu as des gens bien à la radio. Bien sûr, il y en a, donc tu te dis, voilà, tu as un conflit de loyauté. C'est un vrai conflit de loyauté. C'est ça. Donc des fois très lâchement, je me défile. Tu vois, c'est un petit conflit de loyauté. Et puis j'en suis un peu revenu je dirais, au début ça t'amuse, tu te dis ok, puis après au bout d'un moment t'as plus envie de plus envie de parler. Je comprends très très bien. Quelle discussion riche. Je suis surtout très bavard. Non, pas du tout. Écoute, j'aimerais te poser la dernière question que je pose à mes invités. Si tu devais imaginer une mesure immédiate à penser pour le pays ou pour le bien-être des gens, une mesure qui puisse être mise en pratique très vite, qui ne coûte une mesure. Les délégations de services publics. Je peux t'expliquer 2 minutes? Vas-y, avec plaisir. Je confie toute la gestion des parcs, jardins, routes, parkings, etc., des villes, à des micro-entreprises de jeunes que je vais favoriser à créer avec un cahier des charges très précis et un engagement de l'État vis-à-vis de ces structures-là. Donc un cahier des charges en disant voilà, vous devez tac, 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 déclarer vos employés, faire des trucs. En contrepartie, je m'engage à vous payer mensuellement, sans aucun retard de paiement, etc. Évidemment, abattement d'impôts, etc. Mais pas un truc à l'ancêtre. Et puis ensuite, on fait une évaluation. Et les entreprises qui seront les meilleures auront d'autres trucs pour qu'elles puissent grandir. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est que je confie tout ça aux jeunes. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que quand c'est le cas, c'est super bien fait. D'accord.
qu'il y a des gens qui ont un esprit d'entrepreneuriat qui est extraordinaire. Ils veulent faire plein de choses. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils sont prêts à se battre contre des moulins et ils réussissent. D'accord. À partir du moment où l'État les aide, et pas parce que c'est des copains, pas parce que c'est des cousins, pas parce que c'est des trucs, Parce sur qu'ils ont un un cahier des projet. charges très précis, mais avec un engagement de paiement. Parce qu'ils ont essayé de faire ça, mais ils n'étaient pas payés, les mecs. Comment tu veux tenir? Ouais, oui. Donc ça suppose quand même d'argent, mais bon, on peut en trouver. Ça suppose qu'il y ait de l'argent, quoi, Il y en beaucoup a d'argent. c'est ça qui manque. Ouais. Et ça peut se faire très vite. Bien sûr. Bon, espérons que tu pourras mettre... Mais ce serait vraiment le premier truc que je ferais. Ouais. Je commencerai par les parcs et les jardins, et ensuite j'élargirai tous les espaces, les trucs. Ouais. Et je suis sûr que ça marcherait Du tonnerre, de c'est Dieu. clair. C'est clair. Je me souviens d'un projet il y a longtemps, je ne sais pas si c'était le ministère de la Culture qui avait proposé des pistes, des trajectoires comme ça qui iraient de la Casbah jusqu'à... avec des espaces d'art, etc. Il y a tellement d'idées qui peuvent... Et là, l'idée, c'est vraiment basique, c'est-à-dire le mec, il nettoie, il t'assure un environnement propre, il te fait des choses, etc. Il t'assure la sécurité du lieu, il t'assure les espaces verts, le nettoyage, la plantation des plantes, des trucs. Il te fait un truc nickel, avec des charges précis. Okay. Voilà. Mais tous les mois, je te paye. C'est-à-dire, j'ai pas un demi-jour de retard. Et toi, voilà. Au bout d'un an, j'évalue. Tu t'en tiens. Est-ce que tu as fait le boulot? Est-ce que tu respectes le cahier des charges et tout? Tu respectes? Très bien. Je te donne un autre lieu. Extra. Là, tu vois, il suffit de vouloir. Quoi. Mais oui, mais ça marche très bien ailleurs. Ça a fonctionné. Ça s'appelle des délégations de services publics. Ça marche super bien. D'accord. Ils ont tenté ça, mais le problème c'est que chez nous c'est la gouvernance, c'est-à-dire on va appeler le copain, on va essayer de te bloquer, ou tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ou là le mec il va te dire dis les papiers et tout parce qu'il a peur de prendre une décision, parce que s'il prend une décision, il risque de, tu vois, etc. etc. Le problème des initiatives que personne ne peut prendre. C'est pour ça que je te dis, le problème numéro 1, c'est le problème de confiance. Oui. Voilà. Il faut être capable de faire confiance. Il faut faire confiance. Voilà. Il faut que quelqu'un, non, il faut que les gens aient confiance. Et qu'ils aient confiance aussi à leur tour. Tant que les gens n'auront pas confiance aux gens qui dirigent ce pays, ça ne marchera pas. Ils feront rien. Non, c'est normal. Mais, oui, bien sûr. Tu as envie de faire des choses, toi, Non, c'est une résistance. C'est une forme de résistance. Non, exactement, tout à fait. Puis je pense que c'est une forme de salubrité mentale. Et de respecter tes propres valeurs, si on revient au tout début de notre conversation. Oui. Merci beaucoup, mais je t'en prie, ça a été un plaisir. Moi aussi, c'était un plaisir. Tangente, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain entretien. En attendant, prenez soin de vous. Salut. Par